La première, l'histoire continue. Bertrand N, Hélène Maquet. 22 cadavres alignés avec un sac plastique sur la tête. Lorsque ce maître passera, il ne pourra emmener avec lui que ceux qui seront éveillés. Il s'agit du suicide collectif d'une secte. Moi, je parlerais plutôt d'un meurtre collectif. Quand le maître passera, il ne pourra emmener avec lui que ceux qui seront éveillés, que ceux qui auront entendu l'appel, et ce départ sera une résurrection. Ainsi parlait Luc Jouret, gourou de la secte de l'ordre du Temple solaire. Ce grand départ pour les éveillés était nommé transit vers Sirius. 74 personnes ont été poussées de gré ou de force à mourir pour transiter vers Sirius. 74 personnes mortes dans des cérémonies qualifiées de suicide collectif. Les massacres de l'ordre du Temple solaire ont suscité un intense débat sur le danger des sectes au milieu des années 90. La Belgique est allée jusqu'à consacrer une commission d'enquête parlementaire sur la question des sectes. Que reste-t-il de ce travail aujourd'hui ? La première, L'histoire continue. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Histoire continue. Retour donc sur l'ordre du Temple solaire dans cette émission. Cette secte fut certainement l'une de celles qui suscita le plus de débats dans les années 90, une décennie marquée par la révélation de nombreux phénomènes sectaires, des révélations qui ont suscité une grande couverture médiatique. On retrouve beaucoup d'archives sur les sectes dans cette période-là, dans nos archives donc, des débats et même une commission d'enquête parlementaire sur les dérives sectaires qui a publié de nombreuses recommandations toujours utilisé aujourd'hui. Alors se replonger dans le mystère de l'ordre du Temple solaire, c'est s'interroger sur les mécanismes d'emprise psychologique, de conditionnement qui conduisent à se couper de ses proches, à se couper du monde. La question est complexe puisqu'elle touche évidemment à la liberté de conscience et de religion. Où se termine la religion et où commence la secte ? L'État a-t-il un devoir de protection contre les dérives sectaires ? Ce sont des questions qui ont profondément marqué les années 90 mais qui ont plutôt disparu depuis lors. Oui, c'est vrai qu'on en entend beaucoup moins parler. Un clou chasse l'autre aussi, c'est vrai, il faut le dire, dans les médias. Mais donc, qu'en est-il aujourd'hui des phénomènes sectaires ? Les sectes ont-elles profité de la révolution numérique pour toucher de nouveaux adeptes ? Voilà une question dont on va parler dans cette émission. Et pour en parler avec nous, Alain Lallemand, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste au Soir, écrivain et auteur, dans cette décennie des années 90 où vous étiez alors jeune journaliste, d'un livre « Les sectes en Belgique et au Luxembourg ». Et avec nous également, Kerstin Van der Put. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice du Centre d'information et d'avis sur les organisations sectaires nuisibles. On va commencer avec vous, tiens, Kerstin Van der Put. Peut-être, simplement, pourquoi ça vous semble intéressant de revenir sur cette affaire du Temple solaire ? Elle nous parle, ou elle vous parle toujours encore aujourd'hui ? Il est certain que, voilà, la presse ne relève peut-être plus autant avec la même force les problématiques de dérive sectaire, et pourtant elles sont toujours là. Et ce qui est intéressant, c'est que ces dérives sectaires ont en fait une connotation extrêmement moderne, contemporaine. Elles s'accrochent en fait à la liberté de croyance et à son exercice, et que par conséquent, cette visibilité semble être finalement disparue, et au contraire, elle est bien présente. Alain Lallemand, pour vous, pourquoi est-ce que ça vaut la peine aujourd'hui de reparler de ce phénomène des sectes alors que c'est vrai, dans les médias, c'est plus quelque chose dont on parle souvent ? Mais c'est assez simple, tout le monde va le comprendre car nous avons connu un basculement conceptuel et de vocabulaire. Dans les années 90, nous cherchions avec difficulté une définition de la secte. Qu'est-ce qui nous gênait ? Alors on parlait, c'est l'intitulé de la commission d'enquête, des pratiques illégales des sectes. On ne condamnait pas les sectes en tant que telles, on condamnait les pratiques illégales. Moi je me rappelle qu'à l'époque, un des grands débats était de dire, est-ce que ce qui véritablement différencie la secte, ce n'est pas le rejet de ce qui fait notre science à nous, c'est-à-dire le critère de falsifiabilité de Karl Popper, c'est-à-dire tout est vrai si à un moment je peux démontrer que c'est faux. Puis un jour on change la science et voilà, on arrive à autre chose. Donc ce critère de nous partageons en commun pour pouvoir vivre une même rationalité, ce n'est plus ce qui nous inquiète. La rationalité, l'époque de la raison s'est dépassée. On est au niveau de l'expérimentation scientifique. C'est ce qui nous permet d'avoir une réalité objective sur laquelle tout le monde peut s'accorder. Eh bien, les sectes
nous pose le problème, dans les années 90, de venir avec des réalités alternatives. C'est exactement ce qu'on retrouve depuis une bonne dizaine d'années maintenant dans nos sociétés. Oui, à quel point peut-être ça a été un laboratoire de ces grandes questions aujourd'hui, notamment de la post-vérité. On se plonge dans nos archives tout de suite, dans les années 90, ce moment où on découvre littéralement ce phénomène des sectes. « 4 octobre 1994, ferme des Rochettes, dans le canton de Fribourg, en Suisse. Un voisin donne l'alerte. Un incendie s'est déclaré dans une grange. Les pompiers arrivent rapidement et maîtrisent le feu. Un policier cherche à trouver les propriétaires des lieux. Mais, sans réponse, il enfonce la porte de la ferme attenante. Il s'avance dans un couloir et découvre d'abord des capes noires et blanches accrochées à un porte-manteau. Il découvre ensuite au mur des croix de templiers, des figures christiques et des miroirs. Au sol, un tapis rouge-vermeil. Sur une petite table, des bouteilles de champagne vides et du cake maison à moitié entamé. Mais toujours aucune âme qui vit. Le policier s'avance dans la pièce suivante. Là, il découvre 23 corps disposés en cercle. Des hommes, des femmes et même des familles avec leurs enfants. Monsieur le juge, quelle a été votre première impression en découvrant la scène du massacre ? Personnellement, je n'avais pas du tout l'impression d'être en face d'une image d'horreur que ces personnes auraient vécue. On voyait bien que ces personnes ont... C'est pour ça que nous avons utilisé le terme de suicide collectif, ont choisi cette manière de faire. Quelques heures plus tard, à plusieurs kilomètres de là, dans une autre vallée suisse, à Salvan, les pompiers sont appelés pour un autre incendie, celui d'un chalet. Et là, ils font la même découverte macabre. Là, ce sont 25 personnes que l'on retrouve, le plus âgé à 70 ans, le plus jeune, 4 ans. 22 cadavres alignés avec un sac plastique sur la tête ont été retrouvés dans une grange du village de Chéry dans la Broye fribourgeoise. Par ailleurs, plus de 15 cadavres, dont plusieurs enfants selon les dernières informations, se trouvaient eux dans 2 chalets incendiés à Granges-sur-Salvan dans le canton du Valais. Et le bilan risque d'être encore plus lourd. Des voitures appartenant aux habitants de la grange de Chéry ont permis de faire le lien entre les 2 affaires. C'est un début d'incendie qui a donné l'alerte dans les 2 cas. Une cassette clouée sur la porte de la chambre du propriétaire de la grange pourrait indiquer qu'il s'agit du suicide collectif d'une secte. 48 morts et le nom d'une secte mystérieuse qui apparaît, l'Ordre du Temple solaire. Tout le monde pense donc à un suicide collectif, surtout que les enquêteurs découvrent vite des documents faisant état d'un transit vers Sirius, une cérémonie qui permettrait aux âmes de se réincarner pour vivre enfin en paix, hors du monde. Mais certains indices ne collent pas avec cette hypothèse du suicide collectif. En effet, certaines victimes ont été tuées par 9 balles de revolver. D'autres ont les mains ligotées, des corps ont été déplacés. Et puis les enfants. Comment expliquer que des enfants se soient suicidés ? Dès lors, pour certains enquêteurs en Suisse, l'expression suicide collectif est donc inappropriée. Moi, je parlerais plutôt d'un meurtre collectif que de suicide collectif. Et si les gens, s'il y en a qui sont suicidés, c'est qu'ils ont été menés par phénomène de psychose, par phénomène d'hypnose à se suicider. Le mystère est encore renforcé par la découverte au Québec de 5 cadavres dans un appartement lui aussi brûlé. Le lien est rapidement trouvé avec le temple solaire, mais là-bas, au Canada, difficile de croire à un suicide. Un couple d'adeptes a été sauvagement assassiné de dizaines de coups de couteau. Et puis, comble de l'horreur, leur bébé de 3 mois a été retrouvé
avec un pieu dans le cœur. La secte le considérait comme un antéchrist. Pour les familles de victimes, l'horreur est totale. Beaucoup ignoraient qu'un des leurs faisait partie d'une secte et ils ne comprennent donc pas comment ils ont pu se donner la mort pour voyager vers Sirius. On ne peut vraiment pas se suicider avec 2 à 9 balles par personne. C'est ce que notre famille a reçu comme plomb. Une seule balle était mortelle, ça veut dire que les 9 étaient létales. Donc ça n'est pas un suicide, c'est exclu, c'est un assassinat. Suicide collectif ou assassinat, voilà la question au cœur du mystère du temple solaire. En l'absence de réponse simple, l'enquête ouvre de nombreuses portes et les théories les plus folles circulent. De manière plus générale, l'enquête actuellement prend 2 directions principales. D'abord, l'hypothèse de plusieurs suicides collectifs paraît de moins en moins plausible. C'est bien de meurtres collectifs qu'il est question maintenant, en Suisse comme au Canada. Mais au Canada, précisément, la justice a découvert une piste qui pourrait se révéler explosive. Car la secte du Temple solaire a sans doute été la couverture d'un gigantesque trafic d'armes manipulant des centaines de millions de dollars. Des banques canadiennes et des fonctionnaires fédéraux seraient impliqués dans ce trafic dont le maître était sans doute Joseph Di Mambro, le grand gourou de la secte. Joseph Di Mambro, moustache sombre, lunettes fumées, est très vite identifié comme le gourou de la secte du Temple solaire. Mais un autre nom surgit avec lui, celui de Luc Jouret, un médecin homéopathe belge dont on retrouve rapidement une série de traces, des conférences, des livres ou des cassettes enregistrées à destination des adeptes. Le chef de la secte est un médecin homéopathe d'origine belge, mais qui avait la citoyenneté suisse, Luc Jouret, le portrait type du manipulateur charmeur qui a entraîné sa troupe dans la terreur de l'apocalypse imminente. Et je rappelle que le chaos actuel n'est pas le fruit du hasard. Qu'il est en quelque sorte, même si j'utilise un mot prétentieux mais programmé, et que c'est au cours de cet apocalypse que l'être humain a la faculté, peut-être pour la première fois de son histoire, de révéler ce qu'on appelle la conscience juste, la conscience de son unité avec la création. Luc Jouret, 46 ans, et Joseph Di Mambro, 70 ans, sont donc activement recherchés par les enquêteurs suisses. Ils apprennent qu'ils ont fondé dans les années 80 l'Ordre international chevaleresque de tradition solaire, qui deviendra très vite l'Ordre du Temple solaire. Une secte apocalyptique qui mêle des traditions de templiers, des médecines alternatives et une vision cosmique dans laquelle tous les individus seraient reliés par une énergie mystique. Ce que vous nous avez dit hier, docteur Jouret, c'était que l'apocalypse, elle a commencé et que... L'apocalypse est une période qui va nous permettre justement de transcender la mort. Au milieu de ces événements, les hommes conscients vont pouvoir découvrir une nouvelle dimension d'existence qui est absolument fantastique. Quand on meurt en étant là, en occupant un élément d'espace comme nous sommes, nous ne pouvons pas retourner au néant. Donc il y a quelque chose en nous qui doit continuer, si vous voulez, l'expérience de la vie. Ça, c'est impossible d'imaginer que la mort serait une fin. Survivre à la mort, voilà l'ambition du Temple solaire. Face à l'ampleur du massacre en Suisse, 48 morts, plusieurs anciens adeptes témoignent alors des mécanismes d'emprise dont ils ont été victimes. Jamais j'aurais pu penser qu'on pouvait en arriver là. D'un départ si positif. On se veut positif, on se veut meilleur que les autres. On se veut mieux que tout le monde. On en veut tellement qu'on en devient égoïste. Et tellement égoïste qu'on en est capable de se supprimer. Les morts du Temple solaire déclenchent une véritable prise de conscience de la puissance de l'endoctrinement et de l'enfermement sectaire. Une emprise psychologique qui fonctionne largement sur un rejet progressif du monde extérieur dont les adeptes sont censés se protéger. Au sein du Temple solaire, les individus passent
par plusieurs stades. Ils deviennent des initiés qui détiennent la vérité de l'existence et sont valorisés dans la communauté. Pour suivre l'enseignement des gourous, l'adepte reçoit par exemple des cassettes dans lesquelles Luc Jouret débite le credo de la secte sur des ultrasons censés installer une aura mystique. Le Christ a rassemblé, et son envoyé vient emmener. Lorsque ce maître passera, il ne pourra emmener avec lui que ceux qui seront éveillés, que ceux qui auront entendu et retransmis l'appel. Et ce départ sera une résurrection. Sera une résurrection. Pour les enquêteurs suisses, c'est donc cette mystique qui a conduit à un suicide collectif, même si certains cas sont jugés limites. Quant aux responsables, ils ne seront pas poursuivis, car on découvre les corps de Joseph Dimambro et de Luc Jouret dans les chalets de Salvan. L'affaire semble donc classée côté suisse. Les mois passent, mais elle rebondit la veille de Noël 1995. En France, à Saint-Pierre-de-Cherennes, sur les contreforts du Vercors, au lieu dit le Trou de l'Enfer, un chasseur effectue une ronde afin d'observer les traces de sanglier dans la neige. Son attention est attirée par une anormale odeur de fumée. Intrigué, le chasseur se rend à la gendarmerie. J'ai mené un groupe de gendarmes dans la direction d'où je pensais que venait l'odeur. Et effectivement, un gendarme qui s'était un peu écarté de nous, du groupe, de 50-60 mètres, a découvert le charnier. J'ai vu un certain nombre de corps disposés en étoile, plus ou moins brûlés. Je ne me suis pas tellement approché, je suis toujours resté à distance, au moins 15-20 mètres. C'est repoussant quand on voit ça, on n'a pas envie de s'approcher. Ils étaient plus ou moins brûlés. De loin, on avait l'air... Ils sont plutôt des mannequins presque. Vous savez, la peau n'était pas toujours brûlée. La peau, on aurait dit qu'elle avait subi l'effet de la chaleur. Elle était un peu cirée, un peu brillante, j'avais l'impression. On aurait dit des mannequins qui étaient allongés. Et le plus dur pour moi, je crois que c'est quand j'ai vu, l'opposé de moi, j'ai vu un corps qui était beaucoup plus petit que les autres. Je m'imaginais que c'est le corps d'un enfant. C'était horrible. 16 cadavres, dont 3 enfants de 6, 4 et 2 ans, gisent à moitié carbonisés dans la forêt. Parmi eux, la femme et le fils du célèbre skieur français Jean Vuarnet. Les corps sont disposés en étoiles selon un plan bien précis que l'on retrouvera dans l'une des voitures. Les documents trouvés évoquent un nouveau transit vers Sirius. L'enquête révèle qu'ils ont, comme en Suisse, été tués par balle ou par étouffement d'un sac plastique. On retrouvera le revolver à côté du dernier des suicidés, un policier des renseignements généraux. Comme un an auparavant, à Salvan et Chéry, la piste du suicide collectif est évoquée. Et comme en Suisse, les familles de victimes n'y croient pas et considèrent que l'enquête est bâclée. Ma fille, en tout cas, en ce qui la concerne, n'a jamais tenu l'arme qui lui a donné la mort. Donc, elle ne s'est pas suicidée. Il faut que les mots ici prennent leur importance et qu'on utilise les mots justes. Il faudra m'apporter la preuve que ma fille a été consentante jusqu'au dernier moment. Que dans une idée un peu, comment est-ce qu'il faudrait dire, idéale, on accepte un voyage sur Sirius, c'est peut-être confortable, c'est rigolo, je sais pas, il y a peut-être on peut tomber dans ce genre d'aberration, c'est possible. Mais de là à jusqu'au bout, accepter l'idée qu'on va se retrouver réduite à l'état de bout de charbon avec 2 ou 3 balles dans la tête et un sac plastique par-dessus, moi je suis persuadé que ça ne convainc personne. Après quelques semaines de recherche, la police française va qualifier les faits d'assassinat. Mais les assassins se sont donné la mort. Il n'y a donc personne à juger et encore moins à condamner. Personne sauf Michel Tabachnik, un chef d'orchestre suisse
membre du Temple solaire et qui a participé à l'écriture d'une partie de la doctrine de la secte. Par 2 fois, la justice française le déclarera non coupable. On pense alors que l'horreur est terminée. Pourtant, 2 ans plus tard, en 1997, le Temple solaire fait 5 nouvelles victimes au Québec. Dans cette villa de Saint-Casimir, à 60 km de Québec, on a découvert la nuit dernière 5 corps calcinés. Parmi les victimes, un couple de Français dont les 3 enfants de 13, 14 et 16 ans ont été retrouvés derrière la maison en état de choc. L'habitation appartient à un membre connu de l'Ordre du Temple solaire, un homme d'affaires suisse, propriétaire d'une boulangerie d'aliments naturels. Un dernier transit vers Sirius. Ce seront les ultimes victimes connues de l'Ordre du Temple solaire. Au total, l'entreprise de manipulation menée par Jody Membreau et Luc Jouret a fait 74 morts. Le plus jeune avait 3 mois, le plus âgé 79 ans. Aujourd'hui encore, il reste un épais mystère autour des motivations profondes qui ont conduit tant de gens à la mort. La première, l'histoire continue. On évoque donc dans cet épisode la secte de l'Ordre du Temple solaire et surtout l'impact que ces suicides collectifs ont eu sur la société, ce qu'il en reste aujourd'hui, avec Alain Lallemand, journaliste au Soir, auteur d'un livre dans les années 90, Les sectes en Belgique, et Kerstin van der Put, directrice du Centre d'information et avis sur les organisations sectaires nuisibles. Kerstin van der Put, avant d'aller plus loin, est-ce que vous pouvez tout simplement nous expliquer qu'est-ce que c'est une secte ? Qu'est-ce qui différencie une secte d'une religion finalement ? La question est essentielle, et certainement en Belgique. Le premier point, c'est de rappeler que la Belgique a été pionnière en fait dans le cadre de ce qu'est la dérive sectaire, en offrant une définition. On est tous sectaires de quelque chose, on est tous sectaires de quelqu'un. Et donc pour éviter justement l'écueil de ces discussions sans fin de définition, le cadre a été donné. Et il s'agit en fait d'un cadre qui permet de classifier ou d'écarter des considérations et d'en adopter d'autres. Donc ici, on parle d'organisation. Celles-ci doivent avoir des fondements spirituels, religieux, se considérant comme tels, et le considérant comme tel est très très important, et qui dans le cadre de leurs activités, ces organisations, seraient contraires au vivre ensemble. Alors il y a une définition qui est donnée, je vais peut-être pas rentrer dans les détails de celle-ci, mais ça peut mener effectivement à des actes de violence, mais pas uniquement. Et ici, ce qui est relaté, c'est évidemment la violence auquel a abouti cette organisation, mais il y a d'autres formes de violence moins apparentes et qui pourtant sont bien présentes. C'est la violence contre soi-même, la violence contre son premier cercle, par exemple, et la violence à l'encontre de la société. Et ce point-là est essentiel, évidemment, pour comprendre que cette dérive sectaire, elle est toujours d'actualité, évidemment. Oui, on va faire les liens entre le travail de cette commission donc qui s'est tenue à la suite des massacres, des meurtres collectifs, des suicides collectifs. On voit que là-dessus, il y a toujours débat. Du Temple solaire, c'était pas les seuls cas. Il y a eu aussi Waco au Texas, juste un an avant, en 93. Donc il y avait une prise de conscience du danger. Alain Lallemand, vous avez suivi ces affaires à l'époque, parce que vous avez écrit votre livre, qui s'appelle donc Les sectes en Belgique et au Luxembourg, juste à ce moment-là. Je crois que les massacres n'avaient peut-être même pas encore eu lieu quand il a été publié. Comment est-ce que, avec votre connaissance des sectes à l'époque, comment est-ce que ça a pu se produire une telle affaire ? Comment est-ce que on en arrive à des suicides collectifs ou des assassinats collectifs aussi importants ? C'est une affaire de balancier. C'est une affaire de balancier. Dans les années 70, la Belgique et la presse belge était extrêmement remontée sur les sectes. Nous les avons oubliés dans les années 80. Nous avons à nouveau été fort mobilisés à partir du milieu des années 90. Et cela a débouché sur une commission d'enquête et voilà, sur une normalisation aussi d'une définition. Mais on doit bien se rendre compte qu'aujourd'hui, nous sommes en phase de faiblesse, puisque ça fait maintenant des décennies où nous ne parlons pas des sectes à nouveau. Alors, comment est-ce qu'on a pu basculer ? Je pense que dans ce qui existait dans les années 90,
en Belgique, en France, en Suisse, au Canada, on avait des groupements qui étaient issus des philosophies les plus inventives et les plus affriolantes aussi des années 60, qui se sont organisés et qui ont véritablement essayé de développer des projets de vie alternatifs. Et c'est très bien, et on n'a pas à les juger. La commission d'enquête dit d'ailleurs, nous n'avons pas de fonction normative et nous n'avons pas de fonction moralisatrice, c'est très important. Cependant, à partir du moment où vous menez des existences qui sont véritablement des existences de rejet du monde dans lequel on vit, et on peut le comprendre, vous pouvez aussi adopter des éléments d'abord de langage, des éléments conceptuels, et puis des éléments pseudo-scientifiques qui vont mettre les populations en danger. Et on ne s'en rend pas compte parce qu'à l'époque, rappelez-vous-en, il y a un grand débat sur l'homéopathie, c'est le début, on s'intéresse aux fleurs de Bach, on s'intéresse à l'anthroposophie, qui aujourd'hui connaît un grand boom dans la viticulture, par exemple. Voilà. Et donc, on n'a pas eu les outils. L'ordre des médecins notamment, ça je pense que c'est très important de retourner un peu le couteau dans la plaie, l'ordre des médecins n'a pas eu les outils pour véritablement contrecarrer les médecins qui commençaient à s'affranchir de la réalité. Comme Luc Jouret, qui était un de ses gourous, qui était médecin homéopathe, mais formation de médecin. Mais on a eu aussi des personnes qui commençaient à soigner avec des pierres, avec des fleurs, voilà. Ce qui en soi n'est pas grave, sauf s'il y a entreprise de manipulation. C'est ça l'idée. Sauf s'il y a décès d'enfants, par exemple. Oui, voilà, je ne parle même pas à l'époque de manipulation. On est au-delà de ça. On est sur des décès d'enfants où le décès est considéré comme un décès simplement médical. Et en fait, quand on va rechercher dans le dossier, on se rend compte que ces enfants ont parfois subi des calvaires parce qu'ils ont été traités en dépit du bon sens. Et ça, c'est le retour au réel du milieu des années 90 où on se rend compte que tout de même, les services de police judiciaire, la gendarmerie, la sûreté de l'État, le SGRS, ils ont tous, et même l'administration des impôts, ils ont tous quelque chose à dire sur une réalité qui s'est développée et sur laquelle il est important de prendre attitude. Alors, on a parlé de cette commission d'enquête. Cette commission d'enquête, qu'est-ce qu'elle fait? Et c'est très sage. Elle publie sur 45 pages du Moniteur belge, quand même, 45 pages du Moniteur belge. Un relevé de toutes les associations qu'on peut qualifier de sectes, mais elle dit, ce ne sont pas des sectes nuisibles. Ce sont juste des organisations sur lesquelles nous pouvons réfléchir. Et à partir de ce moment-là, on peut prendre attitude, mais attention, il faudra toujours voir, et je reviens aux critères qui a été développé il y a quelques minutes, dans quelle mesure cela menace le vivre ensemble, dans quelle mesure cela menace la santé, la sécurité, notamment des mineurs d'âge. Kerstin Van Der Put, vous vouliez réagir? Oui. Donc la commission parlementaire a effectivement travaillé sur base d'un certain nombre d'organisations qui ont été répertoriées. C'est en fait une annexe au travail de la commission parlementaire, qui ne peut en aucun cas, j'insiste vraiment, en aucun cas être considérée comme une liste des sectes en Belgique. Ce sont des organisations qui ont été invitées à partager en fait leur point de vue avec la commission de travail. Et c'est sûr qu'il reste évidemment dans ces archives des échanges extrêmement intéressants. Mais en aucun cas il s'agit d'une liste de sectes. Elle n'existe pas et elle n'a pas vocation à exister. Pourquoi? Parce que, comme le disait Alain Lallemand, il y a dans le phénomène des sectes cette question du décrochage par rapport à la réalité, mais c'est très difficile de qualifier à partir de quel moment une secte est réellement nuisible. C'est ça potentiellement nuisible. Potentiellement nuisible. Ouais. Il n'existe pas de qualification juridique. Une organisation est une secte, ça n'existe pas. Donc on va identifier dans le comportement ou les activités d'une organisation des indicateurs de potentielles dérives. Et ce sont ces indicateurs qui vont apporter la qualification juridique. Donc on va parler par exemple de travail forcé, d'abus sexuels sur mineurs, sur majeurs. Emprise financière, j'imagine. Voilà, par exemple. Ouais. Oui. Et donc il y a 13 indicateurs qui aident en fait sous forme, oui, de... Et il ne faut pas qu'ils soient tous là, mais certains, s'ils sont regroupés, peuvent faire penser à... Ce qui est intéressant dans les archives du Temple solaire, et notamment de nombreux et nombreux adeptes qui ont parlé après les meurtres collectifs, suicides collectifs, ça à la postérité, et qui ont témoigné de cette emprise psychologique, c'est comment
on peut se faire aspirer? Ça reste une grande question mystérieuse. Kerstin van der Put, avec votre expérience, comment est-ce qu'on peut se faire aspirer dans quelque chose qui apparaît de l'extérieur, bien sûr, comme fou? Un transit vers Sirius, on se dit, c'est fou. Vous dites qu'un transit sur Sirius, c'est fou, mais certains ont marché sur l'eau. Il faut relativiser la folie en question. Alors ici, en fait, ce que nous constatons à partir du centre, c'est que les personnes qui se sentent happées, ou sont happées, sont en général dans une situation de vie. C'est-à-dire un divorce, une séparation, un questionnement majeur. Il peut être individuel, mais il peut être aussi collectif. Donc nous avons par exemple des personnes qui se posent des questions quant au changement climatique et qui, dans ce cadre-là, vont rentrer en interaction de plus en plus rapide d'ailleurs avec les réseaux sociaux et avec Internet, bien entendu. Je pense que le Covid est passé par là aussi. Et donc il y a une forme d'individualisation de ce questionnement, mais ça débute à partir d'un questionnement. Alain Lallemand, est-ce qu'il y a toujours un gourou? Est-ce que c'est toujours quand même lié à aussi des personnages qui vont pouvoir exercer cette emprise? Je pense que le terme de gourou est un de ceux, avec le terme secte, justement, dont il faudrait se méfier. Il y a des personnalités qui ont la capacité de développer une emprise, une manipulation psychologique, enfin toutes des notions qui nous sont devenues extrêmement familières depuis une vingtaine d'années et qui n'étaient pas développées à l'époque. Je pense qu'il faut aussi recontextualiser tout cela. Et donc, il n'y a pas forcément de gourou. Moi, ce qui m'a semblé intéressant, c'est de voir, donc, d'une part, est-ce qu'il y a un impact négatif sur la société? Est-ce qu'il y a un impact négatif sur la personne qui y rentre et sur sa famille? Et puis, excusez-moi, mais le journaliste est là, est-ce qu'il y a un impact positif pour quelqu'un qui va tirer les marrons du feu? Notamment financier, parce qu'il y en a eu. Absolument. Ou sexuel, des faveurs sexuelles, etc. Ou même le pouvoir au sein d'une communauté. Absolument. Le pouvoir en tant que tel est déjà extrêmement attirant. Et donc, moi, je pense que la détérioration d'une vie est véritablement les critères sur lesquels on devrait pouvoir développer notre vision de l'impact de la secte, donc de ces mouvements pseudo-religieux, pseudo-philosophiques, qui se décrivent ou se pensent tels quels. Voilà, ça c'est, pour moi, c'est le point. Mais n'oublions pas toutes les fortunes qui se sont bâties dans les années 90 et qui sont toujours impunies aujourd'hui. Monsieur Spatz, qu'on découvre au milieu des années 90. Il faut expliquer qui c'est, là. Voilà, qui était le gourou, là, cette fois, d'une secte qui a commencé en Belgique et qui a connu un fort développement dans le sud de la France et puis au Portugal. Eh bien, Monsieur Spatz échappe toujours en ce moment à la justice. D'accord. Et nous sommes. Et il a beaucoup d'argent. Et il a beaucoup d'argent. Rien n'est terminé. Je vous renvoie à la manchette ce jeudi matin d'un quotidien, La Libre Belgique, qui nous annonce un grand rassemblement de 15 000 personnes dans un groupe qui est évangéliste, mais nous sommes bien dans cette prise de possession sur les pensées religieuses et philosophiques des individus. La première, l'histoire continue. On évoque les dérives sectaires dans cette émission puisqu'on a évoqué l'affaire du temple solaire qui a eu lieu dans les années 90, 94, 95 avec une série de tueries collectives, près de 70 personnes qui sont décédées, dont des enfants. Et on l'évoque avec Kerstin van der Put qui est directrice du Centre d'information et d'avis sur les organisations sectaires nuisibles, et Alain Lallemand qui est journaliste au soir, écrivain, qui écrit un livre à l'époque, dans les années 90, donc sur les sectes en Belgique. Alors Kerstin van der Put, avec vous, j'aimerais savoir maintenant où est-ce qu'on en est à l'heure où l'on parle. C'est vrai qu'on en a beaucoup parlé, on l'a dit dans les années 90, on retrouve une immensité d'archives dans les archives de la RTBF sur les sectes, des émissions, des débats, des sujets, des interviews, des enquêtes, très nombreuses, jusqu'à la fin des années 90. Et puis, presque plus rien. C'est assez spectaculaire. Alors, est-ce que c'est parce que la réalité sectaire, on sait déjà que la réponse va être non, mais je vous la pose quand même, a diminué ou simplement on n'y fait plus attention ? Que la dérive sectaire ait diminué ne me semble pas être le cas. C'est aussi simple que la liberté de croyance continuant à exister. Et c'est très bien. Et c'est très bien, et on y tient. La dérive sectaire qui vient s'emboîter dans cet exercice de croyance continue.
et évolue. Il évolue en fait en reflet avec la société. Peut-être que la vision qu'on avait il y a quelques années avec le mot gourou, et je rejoins Monsieur Lallemand, est un mot assez difficile quand même, mais donc avec cette vision peut-être un petit peu surannée du fonctionnement d'une secte, en réalité l'étape intermédiaire pour arriver à celle d'aujourd'hui, c'est-à-dire cette organisation extrêmement moderne, extrêmement contemporaine, utilisant tous les outils à disposition de communication, de recrutement, d'emprise. On a parlé de l'emprise psychologique ou psychique, et on ne parle pas assez souvent aussi de l'emprise physique sur les personnes. Elle est toujours d'actualité. Elle a juste été, je pense, particulièrement accélérée par les possibilités qui existent à travers les réseaux sociaux. Donc en fait, on a un phénomène d'emprise beaucoup plus rapide et qui ne permet pas toujours en fait au CIESN, avec les outils dont il dispose, de pouvoir collecter l'information et le rendre en fait, le réenvoyer. Voilà, le centre est finalement un thermomètre de la société à travers les types de questions qui leur parviennent, mais n'a pas une vision globale sur l'ensemble du phénomène. Et ce thermomètre, il n'a pas baissé, quoi. Vous avez toujours des signalements, des familles qui vous appellent et qui s'inquiètent. Il est permanent, il n'a jamais diminué à aucun instant de son histoire. Alain Lallemand, le phénomène, il s'est transformé comment concrètement? À quoi aujourd'hui est-ce qu'on peut reconnaître un phénomène sectaire? Dans quel grand mouvement culturel est-ce qu'il s'ancre? Eh bien, en quoi est-ce qu'il s'est transformé? Rappelez-vous, il y a quelques minutes, on vient de parler de Luc Jouret qui distribuait des cassettes. Alors, nous sommes maintenant en 2025 et nous avons des vidéos en streaming, nous avons des podcasts, nous avons tout ce qu'il faut pour que la communication soit instantanée. Donc ça, c'est la première grande transformation. L'autre transformation importante, je pense qu'il faut souligner, c'est la manière dont les services de prévention ont été mobilisés sur d'autres priorités. Je rappelle quand même, nous sommes en train de parler des sectes, mais au milieu des années 90, au même moment, on voit le terrorisme islamique exploser au métro Saint-Michel à Paris, et on voit, cela se passe en France, cela se passe en Belgique, et on va déporter les quelques rares spécialistes qu'on avait sur les sectes sur le terrorisme. Et aujourd'hui, les services de renseignement n'ont plus la capacité de travailler sur les sectes, alors que c'était une époque leur mission. Pourquoi? Parce qu'ils doivent s'occuper des trafics de stupéfiants, du crime organisé, du terrorisme qui reste là, des menaces sur la sécurité internationale. Vous dites, mais quelle est encore la place, malheureusement, que l'on peut donner à la prévention sur les sectes? Voilà, je limiterai ma réponse à ça en disant, la menace s'est accrue, c'est technique, et la riposte, malheureusement, a diminué. Kerstin van der Put, avant de terminer, quand même, ça vaut la peine de se poser la question aujourd'hui. Quels sont les marqueurs? À quoi faut-il être attentif? Et dans quel milieu culturel, quelque part, est-ce qu'on peut retrouver aujourd'hui les risques de dérive sectaire? Aussi précisément, je ne sais pas si je peux répondre, mais ce qui apparaît dans la qualité des questions qui sont soumises au centre, les premières questions portent généralement sur des organisations donc spirituelles et religieuses considérant comme telles, de type protestante, issues de l'immigration. Elles suivent les routes de l'immigration. On en retrouve beaucoup de questionnements en provenance, par exemple, d'Amérique latine, de pays africains. Et on va retrouver Église évangélique, par exemple. Par exemple, pentecôtiste également, notamment sur, par exemple, la position des mains pour soigner le cancer ou plus encore des thérapies de conversion, par exemple. Donc ça, ce sont des questions qui apparaissent en premier. Le deuxième groupement de questions les plus importantes sont des questions qui portent sur des pseudothérapies, avec des fondements aussi, donc spirituelles, religieuses, considérant comme telles. Là aussi, je pense que les thérapies de conversion peuvent rentrer dans ce registre, mais aussi, évidemment, tout ce qui est des approches New Age sur soigner le cancer, par exemple. Récemment, le centre a soumis des questions techniques, en fait, à l'Académie de médecine, n'ayant pas une capacité nous-mêmes de répondre à ce type de questions pour comprendre et faire comprendre aussi à nos autorités publiques, à travers ces questions, en fait, l'emprise qu'il peut y avoir non seulement sur les esprits, mais aussi sur le corps. Alors, si on a des doutes pour un proche ou pour soi-même, d'ailleurs, on peut vous contacter, le sans centre. Problème. C'est exactement ça. On va sur Internet, et on centre nous trouve. secte en Belgique. Les personnes nous trouvent, en fait. Le chemin est assez court. 35% des questions qui nous sont soumises sont traitées après en entrevue, en fait. Dira une écoute active qui sera effectuée. Donc là, le centre, il continue à exister, continue à avoir de l'aide. Parce qu'on disait au niveau des services de sécurité, Alain Lallemand, qu'il y a peut-être moins de préoccupations,
Mais au niveau du centre, ça existe toujours, faut le dire. Le centre existe toujours. Il a été renforcé récemment par la présence de 2 analystes néerlandophones. C'était essentiel pour que tout un chacun puisse être reçu dans sa langue également. Et bénéficie aussi, surtout, d'un outil majeur qui est la bibliothèque. 13 000 ouvrages de référence, dont le vôtre, Monsieur Lallemand, se trouvent dans cette bibliothèque et permettent en fait à des chercheurs, à des personnes de pouvoir s'informer de manière indépendante. Merci Kerstin van der Put. Je rappelle que vous êtes directrice du Centre d'information et d'avis sur les organisations sectaires nuisibles. Et merci Alain Lallemand, journaliste au Soir. Vous aviez écrit dans les années 90 les sectes en Belgique. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous. Merci. Merci. Raconter le passé pour éclairer le présent, c'est ce qu'on fait dans l'Histoire continue. Avec les archives de la Sonuma, une émission réalisée par Jonathan Remy, coordonnée et préparée par Émilie Malice.